Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'ouvrir ce Tour de France du handicap et particulièrement handicap invisible sur les spectres de l'autisme. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux, même effectivement si vous avez déjà chaud. Je vois des éventails qui, qui déjà s'agitent. Je voulais quand même commencer par remercier bien évidemment tous les organisateurs. Je salue effectivement Madame Baudouin, directrice adjointe du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Évidemment, la représentation aussi de la Banque des Territoires. Cher Guillaume, avec lequel, donc directeur territorial avec lequel nous travaillons. Et bien sûr, effectivement, Handicap qui est toujours à nos côtés pour organiser ces événements et bien d'autres. Remercie aussi les intervenants qui seront là, de grande qualité et qui permettront d'éclairer ce sujet. Un sujet encore méconnu, en tout cas, qui mérite qu'on ait un peu plus d'informations et que la connaissance se diffuse sur ces spectres de l'autisme pour mieux connaître, à la fois évidemment dans l'optique de mieux intégrer et de mieux accompagner. Alors vous le savez, en 2012, le spectre de l'autisme a été déclaré grande cause nationale sous l'effet d'une association qui a beaucoup œuvré et beaucoup mis en évidence le retard pris à la fois effectivement dans le dépistage, à la fois dans l'accompagnement et qui a permis de déclarer donc ce sujet comme grande cause nationale. C'est important, effectivement, puisque cela met en lumière un certain nombre de sujets. Et l'état des lieux, permettez-moi de vous donner quelques chiffres, puisqu'ils sont quand même éloquents. 5% de la population, donc 35 000 naissances par an d'enfants naissent avec un trouble du neurodéveloppement. Entre 0,9 et 1,2 naissances, c'est-à-dire 7 500 enfants naissent avec un trouble du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé nous dit aussi que plus de 100 000 jeunes de moins de 20 ans ont un trouble de l'autisme et 600 000 adultes. C'est dire l'enjeu que représente cette politique et effectivement cette politique en faveur des personnes atteintes de cet handicap. Donc face à cela, l'État, évidemment pas tout seul, avec l'ensemble des partenaires, des associations et l'ensemble des structures qui œuvrent à ce sujet, a fait plusieurs stratégies, notamment celle en cours 2018-2022 qui vient de s'achever et qui a permis de consacrer pas moins de 334 millions d'euros sur ce sujet-là. Et qui surtout travaille, et c'est important, sur des axes notamment qui méritent encore beaucoup d'action, à savoir effectivement remettre la science au cœur de la politique. On parlait en introduction de la connaissance, c'est fondamental. À la fois effectivement intervenir précocement dès le plus jeune âge, puisqu'on sait effectivement que la prise en charge dès le plus jeune âge, c'est effectivement un gage de réussite de la bonne intégration ensuite des jeunes adultes. Rattraper aussi notre retard en termes de scolarisation. Là aussi, gage de bonne insertion. Et puis, évidemment, aider les familles et l'ensemble de l'entourage sur ce sujet-là. Le comité interministériel handicap qui s'est plus près de nous le 6 octobre 2022 tenu sous l'égide de la Première ministre a enjoint tout le monde à poursuivre cette politique et je vous citerai deux points qui me semblent importants. Le premier, une consultation citoyenne engagée en avril 2023 pour le nouveau plan à mettre en œuvre et puis la nomination de sous-préfet référent handicap. Sur ce sujet-là, on pourrait penser qu'on est sur l'ordre du symbolique. Je ne le pense pas.
Permettez-moi juste une petite digression en vous faisant part de mon expérience. J'étais auparavant dans un département où un parent d'un enfant atteint de troubles autistiques vraiment été très engagé. On sait la force des parents et la conviction et leur pouvoir, effectivement, leurs ressources pour aider les enfants, souhaiter créer une sorte de petit collectif pour les jeunes adultes atteints de ce trouble-là. Évidemment, quand on crée des choses qui rentrent pas dans les cases de l'administration, qui sont un peu des ovnis administratifs, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce qu'effectivement, pour créer cette maison, c'était pas totalement dans les règles de subvention de l'ARS et pas totalement non plus dans les règles de subventionnement la cohésion sociale à l'époque. Et bien effectivement, si on n'avait pas eu à ses côtés, et donc je le dis, c'est le travail avant tout de conviction du parent qui a permis de mener à bien le projet, mais s'il n'y avait pas eu quelqu'un, et en l'occurrence là c'était un directeur de la cohésion sociale très impliqué qui a permis de sauter ces obstacles, puisque quand l'administration ne rentre pas dans les cases, c'est toujours un peu plus compliqué, ça a permis effectivement de débloquer. Et bien les référents handicap et le fait d'avoir des sous-préfets, c'est vraiment l'idée de faciliter, de coordonner et de pouvoir amener des projets de territoire, des projets au plus près du terrain, qui parfois ne sont pas complètement dans les circuits et dans les tuyaux que connaissent les administrations, mais qui permettent effectivement de réaliser de vrais beaux projets. Donc un point qui me semble aussi important. Et puis, permettez-moi de finir ces quelques propos introductifs par, disons, un peu l'essence même de toutes ces politiques en faveur des personnes handicapées. Je crois qu'effectivement, nous avons des obligations d'emploi, l'État, les collectivités, la fonction publique hospitalière, mais plus que ça, il faut quand même se rappeler que intégrer des personnes en situation de handicap, et quel que soit le handicap, c'est quand même intégrer des personnes qui ont envie de s'intégrer, qui ont des choses à apporter, qui enrichissent la communauté de travail et qui effectivement travaillent permettent effectivement à la société de devenir plus inclusive. C'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu, comment dire, un peu abstrait, mais en tout cas, je trouve que avoir une société plus inclusive, notamment par ces politiques-là qui le sont éminemment, c'est aussi travailler sur notre principe de fraternité, qui est non pas une obligation pour moi, mais un devoir, avant même la liberté et l'égalité. Et c'est un principe de fraternité qui nous lie, qui ne ligote pas, mais qui nous lie. Et vraiment, ces politiques-là sont vraiment dans ce sens-là de société inclusive. Je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de se rappeler ça et de rappeler pourquoi on mène ces politiques. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être là ce matin avec vous parce qu'on en a beaucoup parlé, on y a beaucoup travaillé au fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Mais ça y est, notre Tour de France du handicap invisible est lancé. Donc nous avons la chance d'être réunis aujourd'hui pour la deuxième étape de ce Tour de France. Le 11 mai, nous avons tenu notre première étape en Normandie autour de la dépression sévère, la schizophrénie et des troubles de la bipolarité. La semaine prochaine, nous sommes en Corse pour parler des troubles 10 et aujourd'hui à Lyon pour parler des troubles du spectre autistique. Je vais en profiter pour vous dire quelques mots du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, que j'imagine, puisque vous êtes là, vous connaissez, mais peut-être un petit rappel de nos principes d'intervention n'est pas inutile. Donc, nous sommes un établissement public. Nous avons été créés par la loi de 2005. Nous fonctionnons depuis 2006 et nous travaillons au bénéfice des 3 fonctions publiques. Fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. Donc nous reposons nos interventions autour de 3 grands modes d'intervention, donc au bénéfice de l'insertion des personnes en situation de handicap,
pour le maintien des personnes en situation de handicap et aussi pour l'information, la sensibilisation des collectifs de travail, puisqu'on le sait, on a vraiment besoin que chacun connaisse ce sujet pour mieux insérer les personnes. Notre principe d'intervention, c'est la compensation. En 2022, nous avons contribué à l'insertion de 35 000 bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la fonction publique et nous avons aussi permis 8 000 maintiens de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Nos aides, donc elles sont consignées dans un catalogue des aides. Nous travaillons aussi par le biais du conventionnement avec les employeurs publics et elles reposent aussi sur un certain nombre de prestations. Nous les dirigeons évidemment vers tous les types de handicaps et notamment en direction des handicaps invisibles. Les handicaps invisibles, c'est un sujet qui est compliqué, dont notre comité national a souhaité se saisir en 2022. À la sortie du confinement, on a réfléchi et on s'est dit qu'on pourrait se donner 4 grandes priorités, au nombre desquelles figure le sujet du handicap invisible. Et donc, on s'est doté d'un programme exceptionnel et de moyens pour en parler. Donc, nous avons préparé un guide sur le handicap invisible à destination des accompagnants de ces personnes. Et puis, nous nous sommes dit qu'il fallait en faire parler autour de nous. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce Tour de France. Et c'est pour ça que nous avons la chance d'être réunis aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de travailler sur le trouble du spectre autistique. Il s'agit, en saisissant de ce sujet, d'aller plus loin et d'essayer de rendre visible ce qui est invisible. Puisqu'on le sait, la compensation sur le handicap nécessite que l'on comprenne les besoins de la personne, qu'on les connaisse pour faire un accompagnement sur mesure. Et donc évidemment, si c'est invisible et qu'on n'en parle pas, on va se retrouver dans une impasse et on ne va pas savoir accompagner la personne. Donc il faut mettre des mots sur ces handicaps. Il faut qu'on sache comment faire pour lutter contre la désinsertion et favoriser l'inclusion des personnes. Et on va le voir, je pense, tout au cours de la matinée. Il s'agit de lutter contre les idées reçues, de ne pas voir avant tout le handicap de la personne, mais ses compétences. Je pense que dans le milieu de travail, c'est important de raisonner comme ça. On va aussi parler vraisemblablement de tous les dispositifs que l'on peut mobiliser, notamment grâce aux aides du FIP. Donc sur les handicaps dont nous parlons aujourd'hui, vraisemblablement on parlera d'emploi accompagné, vraisemblablement on parlera aussi de la prestation d'appui spécifique. Et en tout cas, on le sait, en fait, chaque handicap nécessite un peu une réponse cousu main, mais je pense que sur ces handicaps du trouble du spectre autistique en particulier, on a vraiment des cas de figure qui sont très différents, qui ont des répercussions différentes sur la vie personnelle des personnes qui en sont atteintes et sur leur vie professionnelle. Et ce sont des troubles qui peuvent vraiment faire peur à un collectif de travail parce qu'on imagine que ces personnes vont avoir des réactions qui sont inattendues, une forme d'inconstance peut-être. Donc autant de choses qui ne vont pas rassurer ni un manager ni un collectif de travail. Donc luttons contre nos idées reçues et rassurons-nous collectivement. Je suis convaincue que les tables rondes et les témoignages qui vont se tenir ce matin vont être autant de moments éclairants. On peut peut-être parler même de bonnes pratiques. Il y aura peut-être aussi des moments où on fera le constat qu'on est dans une impasse, mais bon, il faut malgré tout garder l'espoir. Et donc, je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce matin, puisque la salle est bien remplie et ça fait plaisir de retrouver une assistance nombreuse. Et je voudrais adresser un remerciement tout particulier à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Et mon regard se tourne en particulier vers Nicole Freinet, la directrice de la communication du FIP, et vers Guillaume Bonneville, que vous connaissez, qui est le délégué territorial au handicap pour votre région. Et donc, je les remercie vraiment pour l'organisation de cet événement. Et je vous souhaite une matinée d'échange constructive et fructueuse. Bonjour à tous. Donc, je remercie Sciences Po qui est présent ici dans cette salle de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cet amphithéâtre a eu plusieurs fonctions. Ça a été un hôpital militaire, ça a été une chapelle, et c'est pour ça que voilà, on voit les colonnes. Ça a été un cirque, une salle de basket, et dernièrement, donc, ça a été transformé en salle de conférence, et c'est une salle qui a donc été primée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce site est chargé d'histoire. Comme certains Lyonnais doivent le savoir, le 14 avenue Berthelot a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, le siège de la Gestapo à Lyon. Jean Moulin, qui a été arrêté à Caluire il y a 80 ans, c'est-à-dire hier, il y a 80 ans, le 21 juin 1943, a été torturé dans ses locaux et interné le soir au fort Montluc. Il sera ensuite transféré au siège de la Gestapo à Paris et il mourra le 8 juillet 1943 dans son transfert vers l'Allemagne. Une plaque à l'entrée du 14 boulevard Berthelot a été mise et il rappelle que la Gestapo a torturé des otages et des résistants durant les années 43 et 44 et que leur sacrifice a contribué à la libération de la France. Et vous avez donc en face de la place le musée de la Résistance qui a été inauguré en 92. Alors l'histoire, avec un grand H, a cette propriété qu'elle rappelle d'où l'on vient et où nous allons. Elle permet de regarder en arrière en étant conscient des avancées comme des erreurs qui nous font être là aujourd'hui. Parce que l'homme est capable du meilleur comme du pire, nous sommes sur un site, après avoir été un lieu de torture, qui est revenu dans le champ de l'enseignement et donc de l'esprit éduqué, libéré, apprenant et loin des doctrines totalitaires. Bien au contraire, la diversité, la neurodiversité, la singularité, la différence a toute sa place dans la société et c'est ce que l'histoire nous enseigne. Les engagements professionnels que nous partageons tous aujourd'hui consistent à encourager la diversité et aller vers l'inclusivité. L'inclusivité est un acte de promouvoir, de favoriser et de défendre l'intégration des personnes en situation de handicap sans discrimination. Et notre hôte, donc Sciences Po, s'engage en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et ça depuis plusieurs années, à la fois en tant qu'employeur, et il dépasse le taux d'emploi de 6% depuis 2017, mais aussi en tant qu'enseignement, en tant qu'établissement d'enseignement, en accompagnement plus de 300 TH en France. Alors, comme le disait très bien Séverine, on déploie cette année un programme exceptionnel. Donc, le FIP déploie un programme exceptionnel avec 4 axes, dont un axe sur le handicap invisible. Cette année, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a travaillé sur ce sujet. S'agissant des handicaps invisibles, donc il a été proposé un plan d'action. La première chose, ça a été le 24 janvier dernier. On a organisé un webinaire sur les troubles 10 qui a réuni plus de 700 participants. Et dans le cadre de l'objectif que nous assigne le préfet de région sur le fait de dépasser le taux d'emploi de 6%, on a travaillé cette année, après avoir travaillé sur l'apprentissage, avoir travaillé sur le recrutement, on travaille cette année sur le meilleur moyen de connaître et de reconnaître les agents en situation de handicap en interne, dans les collectivités et chez les employeurs. Et ça, donc il y a tout un travail qui a été effectué pour accompagner et mettre en place les moyens de compensation adaptés lorsque ça est nécessaire. Car trop souvent, les agents, par crainte d'être discriminés, taisent leur handicap. Et donc, une dernière action, donc c'était le 25 mai dernier, je les remercie. On a organisé aussi une réunion avec les employeurs conventionnés, spécifiquement sur les handicaps invisibles et sur le trouble du spectre de l'autisme. Et on a pu compiler les bonnes pratiques de chacun en matière d'intégration d'agents porteurs de TSA. Donc, cette matinée a été préparée en associant, bien sûr, la préfecture, les acteurs locaux, les employeurs, qui ont fait preuve de cette détermination nécessaire
pour rendre cela possible. Et je tiens à les remercier de leur présence, bien sûr, mais également pour le temps consacré à l'organisation de cette matinée. Enfin, je tiens aussi à remercier vous, employeurs et référents handicap, conseillers, emploi, professionnels de l'accompagnement, acteurs du champ du handicap, partenaires qui avaient répondu présent, car nous sommes 170 présents aujourd'hui à cette manifestation. Et ce que je souhaite indiquer en terminer, c'est qu'il faut qu'on continue à partager ensemble, malgré les difficultés réelles existantes, cette volonté de toujours mieux faire. Et je vais laisser la parole à Amandine du Handipact, qui va vous présenter le déroulé de la manifestation et le prochain intervenant. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et tous et merci d'être venus aussi nombreux. Donc effectivement, un petit point sur le programme. Est-ce que tu peux mettre la slide ? Donc nous allons commencer cette matinée avec une conférence animée par Julie Dachet. Nous aurons ensuite un temps avec une table ronde avec 8 experts, des experts à la fois de la thématique, mais également des employeurs qui seront venus témoigner, nous faire part de leur expérience. Et puis, nous clôturerons cette journée sur une note peut-être un peu plus artistique. Nous aurons la lecture d'un texte de Vianney. Nous aurons ensuite l'occasion de tous rejoindre l'Atrium pour une exposition de dessins et un affichage de textes, de poèmes et de témoignages qu'on vous invitera à lire. Alors, l'exposition de dessins qui aura lieu est réalisée par Jessie. Jessie qui est juste là. Donc Jessie, il est artiste peintre, autodidacte, il est passionné par les mangas et tout au long de cette manifestation, au long de cette matinée, il va réaliser un dessin donc sur la toile que vous voyez ici. Et à la fin de cette matinée, nous reviendrons vers Jessie, on regardera ce qu'il a pu réaliser et son œuvre.